dernière, avec les paradoxes de la soirée du Seder. En fait, on avait commencé à expliquer la Haggadah. Ce que j'avais dit, c'est qu'il fallait commencer à étudier la Haggadah pour la comprendre. Et pour que ça soit très vivant le soir du Seder, il y a un de mes Avrahim qui m'a raconté qu'il se rappelle la soirée du Seder parce que son père achetait des figurines et il leur racontait la sortie d'Égypte comme ça. Je trouvais ça très sympathique. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'on pourrait faire pour que nos enfants puissent vivre la sortie d'Égypte. Le paradoxe de la soirée du Seder, bon, je ne vais pas expliquer la Haggadah, on n'aura pas le temps, mais j'aimerais expliquer quelque chose qui est important. On va passer Pessah, on frotte, ça fait un mois, donc autant qu'on en profite. Non, tu connais pas. Non, je peux commencer un mois, je peux commencer. Non, si un mois, tu la pousses quand même. Ah, moi j'ai commencé un mois. Et j'ai fini quoi, c'est pour ça. 6 mois sous colte. Exactement. D'ailleurs, j'ai reçu une tchouva du Khatam Sofer où il disait qu'il ne répondait pas à une she'ela parce que les femmes n'arrêtent pas de le saouler de passer d'un endroit à l'autre. Et Kitso, en tous les cas, on avait relevé que dans la soirée du Seder, il y avait quelque chose de paradoxal. J'aimerais me ramener plusieurs exemples et après voir qu'en vérité, c'est marqué clairement dans la Haggadah. Fais attention au paradoxe. La première mitzvah qu'on a le soir du Seder, c'est le Kiddush. C'est pour cela d'ailleurs qu'on ne fait pas le Kiddush. Bien que tous les Shabbats de l'année, on peut faire Kiddush tôt, pendant la journée déjà. On peut faire un Arvit à 6h par exemple et faire Kiddush. Le soir du Seder, c'est interdit. Il faut faire le Kiddush après la tombée de la nuit. Déjà pour le Hallel, c'est une marloquette à la choule, mais en plus pour le soir du levant. Le cause du Kiddush fait partie de l'Arba Kosot. Les Arba Kosot sont liés à la matzah. La matzah, c'est qu'après la tombée de la nuit, l'Arba Kosot aussi. Ça, c'est en termes techniques. Cette mitzvah, elle est déjà paradoxale. Il y a une mitzvah, déjà, il y a un conseil d'amis, d'acheter du bon vin. Et pas d'acheter du vin de mauvaise qualité si vous voulez vous lever en normal le lendemain. Mais ce n'est pas simplement un conseil, c'est une mitzvah. Il y a une mitzvah de ramener du bon vin, puisqu'on a la mitzvah de Yom Tov, ça c'est un. Et deux, on a la mitzvah de Cherut, exactement. On a la mitzvah, c'est le Yom Tov. Et on a aussi la mitzvah de Cherut, c'est-à-dire montrer qu'on est sorti d'Égypte, qu'on a acquis notre liberté ce soir-là. Donc il faut prendre quelque chose de principe, de qualité. Donc tu ne mets pas un vin à 50 shekels, un vrai bon vin que tu vas préparer comme il faut, etc. Donc le inyan de ce vin-là, c'est un inyan de Cherut. C'est marqué aussi qu'il faut du vin rouge. Parce que le vin rouge est nikra plus meshubach. Il est nikra de meilleure qualité que le vin blanc. Donc on doit prendre du vin rouge. Donc d'un côté, la mitzvah du Kiddush, elle est une mitzvah qui vient nous rappeler la liberté, la libération, la fin de l'esclavage. D'un autre côté, c'est marqué qu'il y a aussi une importance de boire du vin rouge. Parce que Paro était lépreux et que ses conseillers lui ont dit que pour guérir de sa lèpre, il a besoin de prendre des bains de sang. Alors, il a trouvé une solution très facile. Tous les jours, il tuait 300 enfants juifs, 150 le matin, 150 le soir, et il prenait un bain le matin et un bain le soir avec du sang juif. Donc, dans ce même verre de vin, on a le rappel du sang juif versé, et on a le rappel de la liberté. C'est-à-dire que quand je suis en train de goûter ce vin de qualité, qui m'a coûté très cher, qu'est-ce que je suis censé penser? Quel kiff ou quelle horreur? Eh bien, tu dois avoir les deux dans le même verre. Donc, c'est paradoxal. Et c'est le premier paradoxe qu'on va rencontrer le soir du Seder, à savoir l'association de l'esclavage et de la libération dans le même verre de vin. La deuxième fois qu'on le rencontre, c'est dans Karpas. Karpas, c'est marqué qu'on le fait parce qu'on a versé beaucoup de larmes. C'était marre, donc on prend quelque chose de... les larmes, c'est le salé. On prend quelque chose de désagréable, on va manger au début du Seder. Il y a marqué aussi que Karpas, ça rappelle la fameuse chemise de Yosef. Il y avait une Ktonet Passim qui était la cause de notre descente en Galoute, puisque les frères de Yosef ont pris sa chemise, l'ont trempée dans le sang, et c'est comme ça qu'on est descendu. Alors nous aussi, on prend quelque chose qu'on trempe dans un liquide pour rappeler la descente en Galoute. Donc le Karpas nous rappelle notre Galoute. Il y a marqué aussi que Karpas, c'est l'acronyme de Parer et Samer. Parer, c'est le travail qui a été très dur, Parer, et Samer, 60, c'est Shishim Ribo. Il y a 600 000 hommes qui travaillaient de manière très désagréable. Donc le Karpas, ça nous rappelle cette facette-là de l'esclavage, de la raison pour laquelle on est descendu à l'esclavage, etc. Mais le Karpas, c'est aussi les initiales, l'acronyme de Kol Rechev Parosus. C'est-à-dire que quand on est sorti d'Égypte,
on n'est pas simplement sorti d'Égypte, toute l'armée de Paro a été noyée dans la mer. Donc on va nous rappeler, dans le Karpas, deux choses contradictoires. Et elles vont cohabiter. D'un côté, la raison de notre galoute, la chemise de Yosef, l'horreur de la galoute, et puis d'un autre côté, la libération. Donc dans le Karpas, on a l'association de deux symboles contradictoires, encore une fois, c'est paradoxal. On continue avec la Chaoset. La Chaoset, c'est marqué, c'est d'ailleurs la seule fois que les Hémoraïm nous donnent une recette, c'est dans la Chaoset. Il est marqué, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la Chaoset? La pomme, du kinamon, des shkedim, tout ça c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans Tosfot. Il ramène chaque chose, il explique pourquoi est-ce que c'est ramené. Et pourquoi est-ce qu'on fait la Chaoset? Zecher latit. Mortier. Exactement. Pour se rappeler qu'on travaille dans du mortier. Donc on fait de la Chaoset, c'est bien boueux comme ça, c'est bien épais comme ça. Et nous on aime, on fait comment on aime? Ah ouais, mais ça c'est un problème de Tunisien. Ça. Je sais pas, on aime. Problème de Alors, Tunisien. comme on n'aime pas. Problème de Tunisien. Ah ouais? Ah ouais. Top. Nous on en fait tous les Pessars, on en fait une tonne, elle reste au frigidaire jusqu'à la fin de Pessah, après on la jette. Et pourtant c'est bon, mais c'est bon le soir Il du y a des Seder. dates et non, vous avez ce truc-là. Et pourtant il n'y a pas d'huile, comment t'as fait ça? Mais Kitso, chaque année je dis je vais faire des plus petites quantités, chaque année bon, ça sert à rien. Donc, Zecher Latit, ok. Mais c'est marqué que dans la Chaoset, il y a des pommes. C'est doux. Pourquoi il y a des pommes? C'est marqué que les femmes juives, elles savaient que leurs enfants allaient être tués par les Égyptiens. Alors ils allaient étudier dans des champs de pommiers. Et ils laissaient leurs nourrissons, ils venaient d'accoucher, ils les laissaient là-bas. Et des malachim descendaient pour les nourrir. Les Égyptiens, quand ils ont remarqué qu'au final, il y avait un problème, quoi. Ils ont commencé à chercher, ils ont vu que les femmes allaient accoucher là-bas, ils sont partis chercher les enfants. Les enfants sont rentrés sous terre et les malachim continuaient à les nourrir. Et quelques années plus tard, les enfants rentraient chacun chez soi, sans avoir jamais vu ses parents, tous des grands gaillards bien costauds. Donc il y avait un miracle incroyable avec ce pommier. C'est pour ça qu'on met des pommes. Shkedim, pareil, chaque fois on nous raconte des miracles qu'il y a eu. Les pommiers en Égypte, c'est rare. Ah ben, qu'elle dirait que les choses ont évolué. C'est vrai. Ah ouais. Et il y en a qui disent qu'à chaque fois qu'il y a marqué Tapouar, c'est des trogim. Peut-être qu'en Égypte, il y a plus de trogim. En tous les cas, nous on met des pommes, mais bon. Donc, c'est une bonne remarque. Donc d'un côté, donc on a dans la Chaoset le rappel de l'horreur, le titre, et d'un autre côté, on a le rappel d'un miracle qu'on a eu en Égypte. On est sorti d'Égypte, c'est ces enfants-là qui sont sortis d'Égypte. Et puis on a évidemment Korech, alors là c'est l'association de tous les symboles, parce qu'on a la matzah, on a le maror, on a la Chaoset, donc on a encore une fois l'association de symboles qui sont contradictoires et c'est un paradoxe. La semaine dernière, j'ai rappelé que la matzah aussi elle-même était paradoxale. D'un côté, au début de la Haggadah, on nous dit que la matzah c'est celle qu'on a mangée en Égypte. D'un autre côté, on nous dit que c'est celle qu'on a mangée à la sortie d'Égypte. Celle qu'on a mangée en Égypte, c'était celle qui était pour nous rappeler l'esclavage, puisqu'on n'avait pas le temps de préparer du pain, et donc on mangeait rapidement ce qu'on pouvait faire. Et il y a celle qu'on a eue à la sortie d'Égypte, celle-là aussi qu'on n'avait pas le temps de préparer, parce qu'on devait sortir vite. Donc on est sorti très rapidement, on n'avait pas le temps de préparer du pain. Donc encore une fois, dans le même symbole, le manque de temps et l'obligation de sortir rapidement, ou l'esclavage, on va le faire le soir de Pessah. Donc on a une soirée qui est paradoxale. En vérité, Je peux te poser une question sur le vin rouge. On rajoute un peu d'eau dans le vin rouge. C'est le sang, parce le que soir de Pessah. Le kilouche, on rajoute un peu pour amoindrir le din. Est-ce qu'à Pessah, il y a aussi je sais pas. Je connais Bah, pas. normalement, je dirais que non, tu vois, faut qu'on ait la. Alors, il a dit que- Laura, il a dit. Je sais pas. C'est vrai, la vie. Non, mais Franchement, je sais pas. c'est vrai, mais bon, est-ce qu'on doit justement amoindrir le. Dans la question, je pense qu'elle est basée sur le fait que le soir de Pessah, il n'y a pas de djinn. C'est ça, je sais pas. Il y a marqué que c'est un lel shimorim, qu'on est protégé. L'homme est vine. Moi, je le fais jamais. Le fen shitati, ça rend fou mes enfants, mais je fais rien qui est à Kabbalah. Quand je serai Mekoubal, ça se saura. Bon, alors je le suis déjà, je ne vais pas le dire. Même. En tous les cas, c'est-à-dire, il faut avoir les connaissances suffisantes pour répondre à cette question. Top. Donc, on a une obligation on a une obligation. Le Seder, il est construit
sur un paradoxe. Le Malbim, quand il explique la question de Manishtana, il explique en vérité c'est ça la question. Manishtana, comment se fait-il qu'on va associer des symboles contradictoires? D'un côté, et Seba, on s'allonge comme des pachas. D'un autre côté, Maror. D'un côté, la Matzah. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Et Seba, Maror. C'est Maror. Maror et Rakot. Pardon? Non, je sais. Maror, c'est quoi les 4 questions? Maror, Hametz ou Matzah, et Seba, il manque une. Non, grillé et pas grillé. Ça c'était avant, ça, j'ai pas cette question, non? Ah, on mange avant on fait matbilin pa'amaim. Grillé ou pas grillé, c'est dans la Mishnah. Matbilin pa'amaim, c'est-à-dire de manger les salades avant le repas, genre on fait un apéritif, le karpas. Donc ça c'est un yann de Khérout. Donc il y a un mélange de 2 symboles qui sont contradictoires et qui ne peuvent pas cohabiter normalement. Comment se fait-il que ce soir-là, on a l'obligation d'associer les 2 symboles? En vérité, je vais répondre à cette question en 3 niveaux. On va commencer par une question. Le Rambam et le Ravad se penchent sur une question fondamentale. Pourquoi est-ce que les Égyptiens ont été punis? Hachem avait annoncé à Abraham que le peuple allait être asservi et qu'ils allaient sortir d'Égypte après un certain temps, etc. Donc au final, les Égyptiens ont fait ce qu'Hachem a demandé. Pourquoi est-ce que les Égyptiens ont été punis? Une bonne question. Marloquette entre le Rambam et le Ravad. Ils ont été zaris dans notre. Ça c'est le Ravad. Ce que vous dites, c'est le Ravad. Le Rambam, il n'est pas d'accord. Il dit que chaque individu n'avait pas l'obligation d'asservir des Juifs. C'était la nation. Et chacun avait le droit de dire pas moi. Et puisque chacun a sauté sur l'occasion, eh ben alors il va être puni. Pourquoi est-ce que le Rambam n'accepte pas l'explication du Ravad, à savoir le fait qu'ils ont décidé de frapper, mais frapper fort? Je répète. Les Égyptiens, ça a été décidé par Hachem qui nous punissent. Pourquoi est-ce qu'ils nous asservissent? Pourquoi est-ce qu'ils ont été punis? Ils ont fait ce qu'Hachem leur a demandé. Le Ravad, il dit parce qu'ils ont fait plus que ce qu'ils devaient faire. Ils ont exagéré. On devait être esclave, ok. Mais combien tu dois nous faire souffrir? Il y a une limite. Eux, ils sont partis au bout. Ils sont partis plus que ce qu'ils devaient faire. Le Rambam, il ne dit pas ça. Il ne dit pas qu'ils ont fait plus que ce qu'ils devaient faire. C'est vrai qu'il y avait un peuple qui devait le faire. Mais pourquoi vous? Ah, vous avez choisi de le faire et vous avez choisi de le faire comme il faut, pas plus que ce qu'il faut. Et ben c'est pour ça que vous allez être punis. Pourquoi est-ce que le Rambam, il n'accepte pas la réponse du Ravad? C'est-à-dire qu'ils ont fait du zèle. La réponse elle est simple, même si elle est dure à entendre. La galoute qu'on devait avoir, elle était censée être de 400 ans. Maintenant, 400 ans fois X souffrance est égal à un nombre, un chiffre, ce que vous voulez, un total. Hachem a décidé de nous faire sortir plus rapidement. Alors, il ne savait pas comment faire. Alors, les femmes, elles sont venues voir Hachem et lui ont dit, t'en fais pas, fais-les sortir maintenant, non, on les rendra esclaves après. C'est marqué, Bisrut Nashim Tzadkaniot. C'est une blague ou c'est une blague? Damien a un café, il n'est pas encore arrivé. Non, mais ça a été compressé, les 200 les 400, c'est sûr. J'avais envoyé ma femme direct là. Non, mais c'était compressé, on est d'accord. Ça a été compressé. Le Rambam, comment il explique le raccourcissement du délai, puisqu'on explique le raccourcissement des 400 à 210 par le fait qu'il y a un surcroît de souffrance. Si on le rend à titre individuel, je vais l'expliquer tout de suite. Donc, il y a un total de souffrance qui devait être étalé sur 400 ans. Et puis, au lieu de les avoir sur 400 ans, on les a eu en 200 ans. Donc, en vérité... On rachète crédit. Exactement. Et c'est ça. Seulement, c'était plus dur à payer chaque mois. C'était plus les souffrances terribles du peuple juif sur les 210 ans, c'était 86 ans. Mais c'est-à-dire que c'est parti c'est parti très très loin. Pense le Rambam que, justement sur la question, que puisque la galoute, en fin de compte, accentuée, c'était la raison de la Géoula, il n'y a pas de raison de punir les Mitzrim pour ça. C'est ça qui a fait qu'on est sorti plus rapidement. C'est cette souffrance qui a fait qu'on est sorti plus rapidement d'Égypte. Donc pourquoi est-ce que tu veux punir les Égyptiens? Pas par rapport à eux. Vous avez vu, on va alléger la difficulté. Nous, on doit comprendre dans l'analyse de l'histoire que ce qu'on a vu comme une galoute, en vérité, était la raison de la Géoula. Et donc, si je punis les Égyptiens sur ça, je dis que c'est pas bien, en vérité, dans l'absolu. C'était bien, parce que pour nous, le résultat était bon, parce qu'on est sorti plus rapidement. Donc le Rambam ne veut pas dire qu'ils ont été punis pour cette chose-là, parce que les punir pour cette chose-là, ça veut dire qu'on ne comprend pas le système, comment il est fait.
Si le système, il était 400 ans, et qu'on est passé à 200 ans parce qu'elle a été accentuée, et tu punis les Égyptiens pour cette chose-là, c'est-à-dire qu'il y a eu un mal qui a été fait. Alors que non, en vérité, c'est un mal pour un bien. Donc cette galoute accentuée, elle a été le vecteur de la libération. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que quand on a instauré, c'est pour ça que quand on a dit que les Égyptiens ont été punis, il fallait trouver une autre réponse. Il fallait expliquer que c'était pour une autre raison. Mais en vérité, la libération qu'on a eue le soir de Pessah à ce moment-là, c'est parce qu'ils nous ont fait souffrir plus que ce qu'on devait souffrir depuis le début. Donc, d'après le Rambam, il fallait trouver une autre réponse. C'est quoi la réponse? Tu n'avais qu'à pas le faire, tu n'avais qu'à le laisser à quelqu'un d'autre. Tu avais le choix, quelqu'un d'autre avait qu'à le faire. Ce qui veut dire, oui. Et si on part de ce principe-là, c'est-à-dire que si on avait attendu 400 ans, ceux qui nous auraient oppressés n'auraient pas été punis. Non, la raison de les punir, elle est valable. Ça aurait pas été les mêmes acteurs. La raison de les punir, elle est valable dans tous les cas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que toi t'as oppressé? Tu n'avais qu'à laisser l'autre. Pourquoi est-ce que c'est toi qui l'as fait? Ça, c'est la raison d'après le Rambam. L'explication, c'est-à-dire que nous, quand on fait l'analyse des choses, on doit comprendre ce qui s'est passé. On doit prendre toute l'histoire, comment est-ce qu'elle a été faite. Si moi, je dis que les Égyptiens ont été punis parce qu'ils ont accéléré la Géoula, c'est que j'ai rien compris. Donc, je ne peux pas dire qu'ils ont été punis parce qu'ils ont accéléré la Géoula. Je suis obligé de dire que la raison, elle est autre. Qui t'a dit à toi d'aller frapper? Laisse les autres frapper. Chaque individu, chez les Égyptiens, avait le choix de dire non, moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas profiter. Et tu as décidé d'en profiter. Ça aurait pas été plus dur. Ça, c'est la question d'habitude. Au final, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui l'aurait fait. Je suis là, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que c'est toi qui vas sauter sur l'occasion? Laisse les autres. Donc on ne doit pas critiquer aucun des processus de Géoula. Je t'ai dit, c'est un virus. Bien sûr. Mais je t'ai dit, c'est une marque locale qui est. Tu la mets au mauvais endroit. Non, je dis. Mais on se comprend en code. On se comprend en code. Mais avec la même, si tu veux, c'est-à-dire que est-ce que je recommence que j'analyse la Shoah? Pareil. Et je ne vais pas la fêter. J'attends donc qu'il y ait la Géoula Shlema. Maintenant, tout ce qui s'est passé entre-temps, est-ce qu'il faut fêter ou pas? C'est un autre sujet. Dans un mois, on en parle, t'en fais pas. Mais Kitso, non, mais on a l'habitude. Donc, d'après le Rambam, en vérité, la Géoula, la Galoute était la Géoula. La Galoute était la Géoula. Il y a une histoire avec Rabbi Zoucha et Rabbi Alexander, les fameux frères qui partaient en Galoute. Rabbi Zoucha et Rabbi Alexander, ils arrivent dans une ville et puis quelqu'un va les dénoncer à la police, ils se retrouvent en cellule. Il y a un pot de chambre dans la cellule et ils ne peuvent pas prier Mincha. Donc Rabbi Zoucha, il n'est pas content. Il veut prier Mincha et il commence à pleurer. Pourquoi tu pleures? Le pot de chambre. Viens, on va demander qu'il nous l'enlève. Ils vont voir le gardien, tu peux enlever le pot de chambre? Bah putain, je peux pas enlever le pot de chambre. Vous le laissez dans la chambre. Bon, dans la cellule. Bon, très, très embêté et tout. Il commence vraiment, il est pas bien quoi. Il veut faire Mincha et la shkia va passer. Alors Rabbi Alexander lui dit, mais je comprends pas pourquoi tu pleures. Pourquoi tu veux faire Mincha? Parce que tu veux te rapprocher d'Hachem. Et c'est Hachem qui nous a mis dans cette situation. S'il nous a mis dans cette situation, c'est qu'il veut qu'aujourd'hui on fasse pas Mincha. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas. Il dit, ah, c'est le Ratson d'Hachem? Super. Ouais, il est content et tout. Il dit, viens, on danse autour du pot de chambre. Il commence à danser autour du pot de chambre. Les goïms qui sont dans la cellule, ils voient deux rabbins danser autour d'un pot de chambre. Ils sont complètement fracassés. Ceux-là. Et c'est le balagan dans toute la cellule. Tout le monde danse autour du pot de chambre. Des bracelets? Ouais. Sûrement. Ils sont là comme ça, tout excités. Le gardien, il voit que c'est le balagan. Il rentre dans la cellule. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est les juifs qui dansent autour du pot de chambre. Ah ouais? Eh ben, il n'y aura plus de pot de chambre. Ils sortent le pot de chambre et ils vont faire le travail. Donc, en vérité, le problème était la solution. Le problème était la solution. Le problème du pot de chambre, c'est devenu la solution. Quand on va fêter le soir du Seder, c'est ce point-là qu'on doit mettre en avant. C'est cette nekuda qu'on doit comprendre. C'est que quand Moshe il arrive chez le peuple juif, il dit, vous en faites pas, Superman est arrivé, je vais vous libérer. Ok, vas-y. Il arrive, il dit à parole libérée, il dit libéré, tu rêves toi. C'est fini l'RTT, vous allez voir, c'est la mort. Et il leur a fait pire. Le peuple juif va voir Moshe, il dit à cause de toi, c'est la catastrophe. Moshe va voir Hachem, il dit à cause de moi, c'est la catastrophe. Hachem dit attends. Parce que c'est ça qu'il avait besoin. Encore un petit peu, allez hop, c'est bon, on a fini, on y va. Donc en vérité, les problèmes causés ont été la solution. Le soir du Seder, on va te dire, tu vas faire des choses paradoxales. Tu vas prendre du vin qui est Zecher la Cherout et qui rappelle le sang.
tu vas prendre le Karpaz qui est Zecher la Shivud et qui rappelle la libération. Tout ce que tu vas faire va être paradoxal. Le maror mélangé avec la Charoset qui elle-même est un symbole à double facette, etc. Tu mélanges tout. Pourquoi? Parce que la Galoute, c'est la Géoula. Parce que tu comprends rien de toute façon, laisse tomber. Jusqu'à maintenant, tu y as pensé, non? Donc maintenant, il faut que tu comprennes que ce qui a été problème, en vérité, était vecteur de solution. La Galoute était la Géoula, donc tu dois les assembler, les deux. Donc les deux, ce qui a été un problème, en vérité, était une solution. Donc, les deux symboles paradoxaux se marient très bien. Parce que c'est ça le but. Il faut que tu comprennes qu'il faut marier les deux. Quoi, il faut se réjouir qu'une situation s'envenime? Non. Quand la situation s'envenime, quand elle s'envenime, à quoi elle est Torah? De là, Comme dit Rabbi Nachman, et Niush Klal Baolam. Le nocé de Emouna. On va y arriver, si on a le temps. On va y arriver. On vit la même période, là. On vit tout le temps la même période. Tant que la Géoula n'est pas arrivée, on vit tout le temps la même période. On vit tout le temps la même période. On a parlé la semaine dernière, on a commencé à y toucher. On a parlé de la définition de la Géoula. Définition de la Géoula. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre en mode Géoula? C'est pour faire sourire David, vous ne voyez pas son grand sourire derrière. Dans l'étude, ouais. On est en Géoula. Dans l'étude, ouais. Alors, est-ce que dans la Géoula qu'on existe, est-ce qu'on a encore un Galoute? Alors, ça fait partie de la réponse. Ça fait partie de la réponse. Pourquoi? La définition de Géoula, on a dit que c'était le savoir d'Hachem. C'est la Géoula. Ce savoir d'Hachem, il doit être pour le monde entier. Il y a quelqu'un qui est parti voir après Mivologine, à son époque, il y a eu un goy, il y a eu une personne qui s'est dévoilée, qui a dit qu'il était le Mashiach. Le maire de la ville de Mivologine est parti voir après. Il lui a dit c'est le Mashiach. Et il dit qu'est-ce que tu penses toi? Et je dis je sais pas. Il dit si tu sais pas, c'est pas le Mashiach. Tant que tu auras un doute, c'est pas le Mashiach. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de savoir. Quoi? On dit que quand Mashiach va se dévoiler, les érudits vont avoir du mal à le reconnaître. Donc ils vont avoir un doute. Qui c'est on dit? Qui c'est on dit? Je sais pas. C'est répandu. C'est répandu, non? C'est pas écrit quelque part. Pas que je sache. Il y a marqué qu'il va avoir la Géoula après 9 mois de. Non, ça c'est dans la Torah hier. Mais c'est que les juifs simples vont le reconnaître plus facilement que les érudits. Je connais pas. Désolé. D'accord, Et j'imagine savoir d'où ça vient, mais je connais pas. Il y a la Gemara de Rabbi Yehuda Halevi qui l'a pas reconnu, on a dû le préciser. Il n'y a pas de Gemara avec Rabbi Yehuda Halevi. Non, tu sais, le Rav qui est parti à la porte de Rome pour dire tu vas reconnaître le Mashiach. Ah, le Mashiach. Maintenant, là, il y a 50 ans. Titus, Charles Titus. Non, il dit avec les bandes, là, il met les bandes, il enlève les bandes, il change les pansements. Ah, oui, c'est pas Rabbi, c'est Rabbi Yoshua, Halevi. Ah oui, je suis pas. Donc il ne les connaîtra pas. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, même ce, je passe un Tana, certainement, il ne le reconnaissait pas. La preuve, c'est qu'on a dû lui donner les précisions, les indications pour savoir qui c'est que ça allait être. Donc il le reconnaîtra pas. Évidemment qu'il ne l'a pas reconnu puisqu'il n'était pas là. La preuve, c'est qu'on a encore un Galoute. Et tant qu'il n'est pas là, personne ne le reconnaîtra. Quand il sera là. Et pourtant, il est là, il est présent dans chaque génération. Oui, moi je parle de dévoiler. Je ne me suis pas encore dévoilé. Avant ou après ça? Après les vacances. C'est fatigant le peuple juif. On va attendre un petit peu. Donc, le mode de Géoula, c'est le savoir d'Hachem. Et le savoir d'Hachem qui va être répandu. Donc, on peut être en Géoula dans la Galoute. Ça répond aussi à la question du paradoxe. On doit savoir que même dans la mode Galoute, on peut être en Géoula. Même en mode Géoula, comme tu appelles, on peut être en Galoute, appelle ça comme tu veux. C'est-à-dire que le savoir d'Hachem, il est filtré. Il n'est pas exactement comme il aurait dû être. Donc ce niveau de proximité avec Hachem, il n'est pas encore atteint. Mais ça fait partie du processus, comme tu appelles, ou ça fait partie des étapes, c'est-à-dire qu'on est en mode mélange des deux symboles. Donc le soir du Seder, c'est vrai que tu n'es pas encore en Galoute, mais tu es quand même en Géoula. Et tu peux être en Géoula comment? À travers le savoir d'Hachem. Donc c'est pour ça qu'on va associer les deux symboles, le symbole de la libération et le symbole de la Galoute. Parce que la Géoula, existe dans la Galoute. Donc on doit associer ces deux symboles pour deux raisons. La Galoute a été vecteur de Géoula, et la Géoula existe dans la Galoute aussi. Et donc on va vivre à Ghetto de Varsovie, on va faire le soir du Seder. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Nous on est Ma'amin Be'emunah Shlema, et même dans les situations pires du peuple juif, on est capable de fêter la Géoula, mais tu risques de te faire tuer à chaque instant, je fête quand même la Géoula. Parce qu'un juif, il est en Géoula, même quand il est dans la pire des galoutes. Je termine avec le dernier.
Pardon? Donc, oui, mais c'est ce que j'expliquais. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut comprendre. Pour les mêmes raisons, mais en Géoula. Non, c'est pas pour les mêmes raisons. Mais... non, mais on est d'accord en gros sur tout. Sauf qu'à un point près. C'est le moyen. Non. La finalité, on est d'accord, mais c'est le moyen qui. Non, on n'est pas. On est d'accord sur presque tout. Mais comme si tu envoyais un mail avec un point en plus ou en moins, il n'arrivera jamais. Ouais. Trop simple. C'est pareil. Le 5e, on peut fêter la galoute. Pardon? On peut fêter la galoute le 5e. C'est Bémet qui a marqué. C'est Bémet qui a marqué. Non, mais c'est Bémet qui a marqué. Seulement nous, on demande à Hachem de ne pas avoir à fêter la galoute. Mais au final, oui, c'est ça. Et ça, on fait les deux. Et qu'est-ce qu'on fait dans la Haggadah? On commence par raconter toute la galoute pour terminer par la Géoula. Ça fait partie de ce que je suis en train de dire. C'est que oui, mais évidemment, on ne doit pas souffrir pour être. J'avais un prof de philo, taré, c'est un pléonasme. Ça va, vous allez bien? Non, je vais mal. Mais pourquoi? Pour aller bien, il faut aller mal d'abord. Mais voilà, mais il était enfermé dans son truc. Mais on ne veut pas passer par là-bas. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être... On peut être un Tunisien et souriant et tout ça. Il n'y a pas besoin de faire la tête pour être content après. On peut être tout le temps souriant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'on attend d'Hachem. Pourquoi dans les souffrances? Pourquoi pas dans le kiff? Et la fameuse... On racontait on avait un Shiva qui est un peu kiffeur comme ça. Alors, une fois, il était en vacances en Suisse. Il a été invité chez quelqu'un. Et puis le gars, il a demandé, le Rav, qu'est-ce que tu veux comme yaourt? Il y a un yaourt nature et un yaourt au chocolat. Il a dit, nature, chocolat, c'est la même chose. Non, tu dis que le chocolat. C'est déjà propre. Mais Kitsour, c'est ça qu'on demande à Hachem, pourquoi souffrir? Je termine avec l'association des deux choses dans le symbole de la matzah. La matzah s'appelle Nahama de Memunta, le pain de la Emouna. Le pain de la Emouna, évidemment, je peux l'expliquer simplement, le soir de Pessah, Emouna, etc. Mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais l'expliquer quand même un peu plus rapidement. L'expression de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on appelle souvent Bitul Ha'ani. Bitul Ha'ani, c'est l'annulation du jeu. L'annulation du jeu, je parle jeu JE, pas les Jeux Olympiques. Nous, on vient avec des perceptions, des compréhensions. Il y a la galoute, il y a la Géoula. Laisse tomber, je comprends rien. Laisse tomber. Akol met Hachem. Quoi que tu analyses, en finale, tu dois comprendre que Akol est Tova. Que tout ce que. Bitul, exactement, tu dois t'annuler. Ce que chez Bressev, ils appellent Bitul HaSechel. C'est-à-dire, laisse les choses se faire tout seul. Donc tu dois. Pour être Mekartova, tu es obligé de faire une petite analyse quand même quand tu vois de t'aider avant. Non, je sais pas. Bravo, mais tu dois arriver à un niveau, c'est comme à Purim et comme à Kippour, etc. C'est à chaque fois un autre moyen. Nous, on vient avec notre analyse doit nous amener à une compréhension que Hachem ou Amelech, que tout ce qui est fait est par Hachem, et donc tout est pour le bien. Évidemment. Maintenant, ça commence par un travail de réflexion, etc. Mais au final, on doit réussir à arriver à une... il y a un terme en français, une introspection. Non. Une synergie. Une synergie. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est tellement proche d'Hachem, Balev, que le Sechel n'a plus de place. La matzah, c'est quelque chose qui est un symbole de Emouna dans le sens où on ne va pas lui donner la possibilité de gonfler. Il n'y a pas de... c'est simple, il n'y a rien. Donc, la matzah est le symbole du Bitul Ha'ani. Si on veut prendre les maasés à la fête de Pessah, c'est-à-dire prendre le bagage de maasé de la fête de Pessah, il y a quelque chose qu'on peut mettre en pratique. La capacité d'être mévater. D'être mévater, c'est d'être arrangeant. C'est-à-dire pardon? Céder. Exactement. De savoir, d'être capable de céder tout le temps. Une fois, quelqu'un qui est parti voir Rav Shtevan, il a dit, j'ai problème de couple. Alors le Rav lui a dit, il faut céder. Il revient quelques semaines après, il dit, Rav, ça marche pas ton conseil. Si, ça marche. Bon, je réessaye. Une fois, deux fois, trois fois. Ah, ça marche pas ton conseil. J'ai dit, mais comment ça marche pas? Je lui ai dit, écoute, chaque fois que je rentre à la maison après t'avoir demandé conseil, j'arrive à la maison, j'explique à ma femme qu'elle doit savoir céder. Ça marche jamais. Céder dans quel sens? Céder. Non, c'est les deux. C'est autonavar. Non. Si.
Oui. Parce que aider quelqu'un d'autre, que tu as cédé sur ton temps, ou sur ton argent, ou sur quelque chose, tu donnes. C'est savoir donner. La seule personne qui est capable de céder Béhémet, c'est celui qui est Ma'amin Béhémet. Si on veut pratiquer la Emouna, on doit savoir céder. Be'atzlacha à tous.